Je me présente, Olivier Jonker, je suis gérant de Business Link. Nous avons un stand qui se trouve du côté de l'auditorium. Nous sommes une agence marketing B2B et je vais faire cette conférence pour au moins la 5e ou 6e fois parce qu'elle a toujours beaucoup de succès. C'est sur la gestion du fichier client. Parce qu'on se rend compte que pour mener des bonnes actions, que ce soit en fidélisation ou en prospection, si on n'a pas une bonne donnée commerciale au départ, c'est très très compliqué. Alors, je vais commencer par enfoncer les portes ouvertes et faire quelques rappels. Alors, mon plan, ça sera très simple. Ça sera les données commerciales, comment fait-on pour les collecter, les stocker et les structurer. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, je vous expliquerai comment on peut les segmenter et les personnaliser pour mieux fidéliser ses clients et comment on peut mettre en place des ciblages cohérents dans le but de faire de la prospection avec une bonne conversion. Donc d'abord, la gestion des données commerciales. Toute entreprise travaille sur un marché. Alors le marché, il est défini par ce qu'on veut. Par exemple, je travaille sur la cible des ophtalmologistes en France et en Belgique, francophone. Voilà, ça peut être un marché. Sur ce marché, vous avez déjà eu des contacts avec des personnes qui vous ont contacté pour demander un devis, un renseignement, qui sont venus sur votre stand lors d'un salon. Et vous avez leurs coordonnées. Ça, ce sont des prospects. Et vous avez bien évidemment vos clients. Quand on travaille sur le marché, on fait de la publicité. Quand on travaille sur son fichier prospect, on fait de la prospection. Et lorsqu'on travaille sur sa clientèle, on fait de la fidélisation. Ça, c'était juste pour définir des termes qu'on va utiliser un petit peu tout au long de l'intervention. La publicité, c'est très coûteux. Parce que dans la publicité, je dirais qu'on disperse beaucoup d'informations un petit peu au hasard. C'est peu ciblé. La prospection est beaucoup plus abordable, puisque là, on peut faire du marketing direct et écrire à des gens qui ont déjà émis un intérêt pour votre produit ou votre service. Et enfin, le plus rentable, évidemment, c'est de s'occuper de ses clients. C'est pas toujours évident. Toutes les entreprises ne s'occupent pas bien de leurs clients. Pour faire un parallèle avec l'histoire de l'humanité, on est devenu l'espèce la plus importante en termes démographiques sur la planète parce qu'on a créé l'élevage. Et considérer que bien vous occuper de vos clients, c'est ni plus ni moins que de faire de l'élevage. C'est-à-dire que qu'est-ce qui coûte cher ? C'est la publicité, c'est la prospection. Je pars à la chasse, je pars à la chasse aux champignons, je peux revenir bredouille. Alors que quand on fait de l'élevage, on a quand même l'assurance d'avoir du lait régulièrement, de pouvoir tuer le cochon une fois par an. Et c'est ce qui a fait le succès de l'humanité. Quelques constats qu'on a dans les entreprises aujourd'hui sur le fichier client. Je peux vous dire que 99% des entreprises n'ont pas de fichier prospect. Ça, c'est clair et net. Elles ont un fichier client, mais elles n'ont pas de fichier prospect. Et ça, c'est vraiment gênant, parce que systématiquement, quand elles ont besoin de contacter une cible, elles rachètent des informations qu'elles avaient déjà. Typiquement, il y a plein d'entreprises, vous pouvez les appeler, leur demander un prix, par exemple. Jamais on va prendre vos coordonnées. Or, ils ont dépensé de l'argent pour que vous les appeliez. Soit parce qu'ils vous ont trouvé sur Internet ou vous avez fait de la publicité. Donc c'est vraiment dommage de ne pas utiliser, de ne pas noter cette information pour laquelle vous avez dépensé de l'argent. Ce qui se passe, c'est que du coup, les entreprises recommencent à zéro. À chaque fois que les affaires vont mal et qu'elles se disent là, il faut que je prospecte, ils font appel à des prestataires extérieurs, nous, pour trouver du fichier. Et très souvent, on va contacter pour eux des entreprises qu'ils connaissaient déjà, au moins pour la moitié. Et enfin, on se rend compte également que les entreprises donnent rarement à leurs commerciaux ou à leurs vendeurs des ciblages clairs en termes de cible. Et ce qui fait que ça disperse un petit peu l'action des commerciaux, qui travaillent plus de façon intuitive, en disant ce client-là, je ne le sens pas, ou ce secteur-là, il est intéressant, mais ce n'est pas basé sur des faits. Et dernier constat, c'est sur le rôle du commercial. On travaille essentiellement pour des sociétés qui ont des vendeurs. Et le vendeur en 1976, mais sans remonter à 76, je vais dire 1992, quand j'ai commencé à travailler, j'étais commercial, je m'occupais de tout, je devais tout faire. Je faisais ma prospection, je faisais mes études de prix, je rédigeais mes devis, j'allais les vendre aux clients,
Et même à la fin, s'il ne payait pas, je m'occupais du recouvrement puisque je ne touchais pas mes commissions si je n'étais pas payé. Donc le commercial, c'était vraiment quelqu'un qui faisait tout. Il avait un rôle très très important dans l'entreprise. Et la tendance aujourd'hui, en 2016, ça va être plus de dire au commercial, ok, les études complexes, les plans, la 3D, tous ces trucs-là, tu t'en occupes plus. La facturation, évidemment, on s'en occupe. Et même le recouvrement, en général, c'est plus le commercial qui s'en charge. Soit on a un service en interne, ou on a un avocat qui s'en occupe, mais on ne va pas faire perdre du temps à un commercial pour ça. Et de la même façon, la prospection, l'élaboration des devis, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des deviseurs, des gens qui chiffrent à la place du commercial, et tout ce qui est télémarketing est amené parfois à être externalisé. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le commercial il passe énormément de temps en rendez-vous chez le client. Parce qu'un commercial, ça coûte cher, tout simplement. Voilà, j'en ai fini un peu de mes constats. On va arriver sur la partie base de données client. Alors, il faut une base de données. Alors, le principe d'une base de données, c'est que c'est un réceptacle. Vous pouvez imaginer que ce soit un seau, par exemple. Ce seau, on va le remplir régulièrement avec des nouveaux contacts lorsqu'on va prospecter. Donc là, par exemple, ici, j'ai un stand. On va récupérer le maximum de contacts qu'on peut, ces gens-là. On va faire l'effort de les rentrer dans notre base de données en tant que prospect. Et on va noter comme origine Salon Business Success, novembre 2016, pour se rappeler et évaluer si on a intérêt à refaire Business Success en 2017. Une fois que vous êtes dans ma base de données, régulièrement je vais vous écrire, vous raconter des histoires, vous contacter pour faire en sorte que peut-être un jour vous deveniez des clients. Et cette base de données connaît forcément une attrition. Il y a des sociétés qui ferment, qui déménagent, on perd leurs coordonnées, il y a des gens qui se désabonnent de notre newsletter, enfin voilà, c'est la vie. Donc on a de la donnée qui rentre, de la donnée qui sort, et on doit se servir de la donnée qui est dans ce réceptacle pour mener des actions. Alors, le recrutement, il est essentiellement quantitatif. Nous, en général, quand on travaille pour des clients, ils nous donnent des objectifs de prospection. On veut autant de contacts, autant de rendez-vous. Alors qu'en fidélisation, on va être beaucoup plus qualitatif. Là, on va dire, voilà, on n'a pas à expliquer au client qui on est, on va plutôt lui expliquer quelle nouvelle gamme de produits nous avons. Je vais monter le son, je vais faire un peu de concurrence à l'autre conférence. Voilà, ça va être mieux. Donc la grosse problématique pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'avoir un contenant pour leurs fichiers. Ça peut sembler idiot alors qu'il y a de l'informatique partout, mais c'est très très compliqué pour les entreprises de stocker l'information. Donc je ne vais pas trop parler des grosses entreprises, donc des PME, qui ont en général des systèmes, ça peut être Sage par exemple, qui est présent là sur le salon, qui a la partie comptable dans laquelle on va trouver les clients, mais qui a également un complément CRM qui va permettre de gérer le fichier prospect. Mais très souvent pour les petites entreprises, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir ces outils, d'avoir surtout des outils collaboratifs où plusieurs personnes peuvent saisir et que ça arrive au même endroit. Il faut gérer des droits. Est-ce que j'ai le droit de supprimer? Est-ce que j'ai le droit de créer? Et c'est assez compliqué. Et si je fais un constat aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont par exemple uniquement leur système comptable ou les contacts qui sont dans leur site web. Donc régulièrement, ils vont exporter les gens qui ont fait un formulaire par exemple. Et au niveau des prospects, c'est souvent géré, mais alors là, à 95% dans les messageries, tout simplement. C'est-à-dire que les commerciaux ont les mails et les coordonnées de leurs clients dans leur client de messagerie. C'est parfois géré sur Excel, sur un système centralisé. Et on retrouve également des prospects sur le site internet. Après, on a des systèmes de CRM, mais qui aujourd'hui ont quand même des parts de marché assez faibles dans les entreprises en contact. Il y a des systèmes très connus comme Salesforce ou Sage CRM. Il y a des choses moins connues comme LeadBiz, qui sont des petites CRM faites pour les TPE, je vais vous en parler. Donc globalement, la problématique numéro 1, c'est déjà de stocker ces informations, d'avoir des règles de stockage. Alors je vais vous montrer 2-3 exemples de choses assez simples pour des petites entreprises. C'est déjà d'utiliser ces contacts, tout simplement. Il suffit de créer tout simplement un compte Gmail que vont utiliser plusieurs personnes dans l'entreprise et on va avoir des contacts partagés. Ce qui permet de gérer une base de données unique à plusieurs avec la possibilité à tout moment de pouvoir l'exporter. Donc ça, c'est des choses assez simples.
Là, vous avez un exemple d'un site internet sur lequel est stockée la totalité du fichier client. Puisque le client a la possibilité de laisser son numéro de mobile, son email, ou également ses coordonnées postales pour recevoir des informations. On verra quelques exemples d'opérations qui ont été faites sur ces données. Il n'y a pas d'autre outil que le site internet pour stocker le fichier. Ça, c'est la divise, c'est ce dont je vous parlais, c'est une petite CRM jusqu'à 5 utilisateurs, elle est gratuite. Et ça permet surtout de gérer un fichier de contact partagé. Donc vous voyez, il n'y a pas d'obstacle à créer ces fichiers-là, même pour des toutes petites structures. C'est pas un souci. Alors, ce qui est important surtout, c'est de savoir qu'est-ce que je dois stocker comme données. Alors déjà, il y a deux types de marchés. Il y a les gens qui travaillent sur le marché des particuliers et le marché des entreprises. Nous sommes plus des spécialistes de l'entreprise. Mais bon, j'ai fait la moitié de ma carrière dans le B2C, donc je sais un petit peu comment ça se passe. Globalement, au niveau de l'adresse, en B2C, c'est assez simple. Il y a l'adresse du foyer. En entreprise, c'est un petit peu plus compliqué. On a le siège, on a les filiales, on a les adresses de livraison, de facturation. On va avoir également beaucoup de contacts différents. Il y a le payeur, l'utilisateur, le prescripteur, le décideur. Enfin voilà. On se retrouve dans les fichiers B2B avec un grand nombre de contacts par entreprise. Au niveau des téléphones, c'est la même chose. En général, on va avoir un téléphone unique et des numéros de mobile pour le consommateur, et on va avoir des numéros directs, des standards, des fax sur les entreprises. Au niveau de l'email, on a une législation qui est très particulière sur le B2C. On fait vraiment pas ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'il faut que la personne nous ait donné l'autorisation d'utiliser son email. C'est pas le cas en B2B. Et au niveau de la segmentation, on ne peut pas faire grand-chose sur le particulier à part l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles. Même si d'autres données sont disponibles, elles sont difficiles à collecter. En B2B, on a la chance d'avoir le référentiel Sirène en France. Donc on a tous les codes NAF, les tranches d'effectifs. On peut connaître la taille et l'activité de toutes les entreprises. Donc ça, c'est les données qu'on va collecter. Et ça, il faut le définir dès le départ, parce que dans votre base de données, il faut savoir dès le début qu'est-ce que je stocke. Ensuite, la donnée, il faut l'organiser. On va la segmenter. Alors, on a des critères géographiques. Alors là, on va retrouver quoi? Des zones de chalandise. Moi, j'ai des clients, par exemple. Ils sont transporteurs. Ils me disent, voilà, moi, je peux faire des offres jusqu'à 60 bornes autour de l'entrepôt. Au-delà, je ne suis pas compétitif. Donc, le critère géographique, c'est moins de 60 km de l'entrepôt. Les entreprises vont avoir des découpages de secteurs de commerciaux. Les magasins vont également avoir des zones de chalandise. Pour les sociétés qui travaillent à l'export, on doit gérer des langues. Donc, toutes ces choses-là doivent être présentes dans le fichier. Parce que si demain on dit on écrit aux architectes belges, il faut que la donnée soit présente pour faire rapidement une sélection. Ensuite, on a les types d'acheteurs, on en a parlé. Il y a les clients et les prospects déjà. Sur les clients, on a les décideurs, les prescripteurs, les payeurs, ce sont des gens différents. On a les petits comptes et les grands comptes, c'est souvent des organisations qu'on va trouver. Toutes ces infos-là, en fait, toute l'organisation de la boîte, on doit la retrouver dans le fichier. C'est important. Et ensuite, on a l'activité, donc soit c'est un particulier, soit si c'est une entreprise, on a la chance d'avoir les codes NAF et les tranches d'effectifs pour nous donner la taille de l'établissement. Alors, ce que j'appelle la diapositive des Smarties, globalement, imaginez que votre fichier client il est très hétérogène. Si vous menez des actions sur votre fichier, qu'il soit client ou prospect, peu importe, des actions dites de masse, vous allez avoir des rendements. Donc là, en l'occurrence, 1,8. Parce que j'écris la même chose à tout le monde. À partir du moment où je peux segmenter, c'est-à-dire créer des groupes homogènes de personnes, ça va être par exemple je vends des briques, je vais écrire à des architectes, je vais écrire à des boîtes du bâtiment, je vais écrire à des revendeurs de matériaux, ces trois segments et des particuliers par exemple qui veulent me les acheter en direct, j'aurai pas les mêmes prix, j'aurai pas les mêmes méthodes de vente. Et par contre, quand je vais communiquer, j'aurai des rendements bien supérieurs. Donc le fait de segmenter et d'avoir une communication adaptée va permettre d'augmenter les retours. Mais pour ça, il faut que les segments existent. C'est clair pour tout le monde ? Ensuite, on peut également au niveau des fichiers clients, là on arrive dans des choses assez élaborées. La première colonne que vous voyez, le segment binaire, c'est l'activité sur les 3 dernières années. C'est des choses qu'on a mis en place chez pas mal de nos clients. Il y a 3 fois 0, ça veut dire que la personne n'était pas client. Et bizarrement, c'est le meilleur groupe en termes de prospection. Parce que ce sont les gens qui n'étaient pas chez vous et qui sont venus chez vous.
Ensuite, en termes de transformation, vous voyez ici les taux de transformation. Et on a fait glisser ce modèle sur 2 années. Et vous voyez que c'est très très proche des pourcentages. Quelqu'un qui a été client les 3 dernières années, il a 73% de probabilité d'acheter la 4e année. Alors que si je prends l'inverse, quelqu'un qui était client il y a 2 ans et qui n'a pas acheté depuis, enfin il y a 3 ans qui n'a pas acheté depuis, lui il n'a que 9% de probabilité. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que tout simplement, ça permet de hiérarchiser l'intérêt de la clientèle. C'est un petit peu comme si au casino, vous saviez à l'avance la probabilité de gagner. Moi, je mise là où j'ai le plus de chances de gagner. Ce qui veut dire que demain, si je dois dépenser de l'argent pour envoyer un catalogue papier, un mailing coûteux, je vais plutôt l'envoyer sur les personnes qui ont plus de chances de s'activer que sur ce qu'on appelle le bas fichier. Là, en l'occurrence, le bronze. Alors, on ne donne pas ces informations aux commerciaux en général, parce que ça sert à rien. Si on lui dit à l'avance, tu sais, ce client-là, il est pourri, vas-y pas. Là, c'est clair que mes chiffres, ils vont bien se réaliser. Parce qu'on ne peut jamais prédire à l'avance ce que va faire un individu. Moi, je travaille avec des groupes d'individus. Donc, il ne faut pas donner cette information-là aux commerciaux. Et par contre, pour tout ce qui est marketing et dépenses commerciales, c'est très intéressant. Alors après, il y a comment collecter la donnée, parce que ça, c'est la problématique numéro 1. Aujourd'hui, on a quand même la chance, avec Internet, enfin moi, je vois sur mes clients, globalement, on a 70% de la donnée qui est collectée via les sites Internet, via des formulaires de contact. Donc après, c'est de la donnée déclarative, donc elle a beaucoup de défauts, mais elle arrive de façon assez structurée. On peut également, par des traitements informatiques, je ne vais pas les détailler aujourd'hui, acquérir de la donnée automatiquement. En disant voilà, j'ai des clients dont j'ai pas les mails, ou je veux acheter toutes les filiales du groupe dont j'ai déjà 4 entités qui sont clientes. Donc ces choses-là, on peut faire beaucoup de travail automatiquement. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir à un moment mettre un peu de discipline et dire à votre personnel, il faut collecter la donnée. Donc, si quelqu'un appelle, même s'il est 16h et que tu as envie de rentrer chez toi, tu prends ses coordonnées, tu les notes. Tu es vendeur dans un magasin, il y a un client, tu lui proposes la carte de fidélité, parce que grâce à la carte de fidélité, on va pouvoir le pister, savoir combien de fois il vient, lui proposer des promotions. Alors quelques exemples en termes de collecte de données intelligentes. Là vous avez un formulaire de parrainage. C'est quelque chose qui fonctionne très bien en B2C mais qui fonctionne aussi en B2B. Voilà, vous êtes client chez nous. On vous propose un petit avantage si vous nous présentez des gens. Autre exemple très simple, alors qui est en place maintenant sur beaucoup de sites web et qui fonctionne très bien, c'est de définir qu'après un certain temps ou un certain nombre de pages visitées, on va avoir un pop-up qui va dire voilà, vous semblez intéressé par ce qu'on fait, est-ce que vous voulez recevoir notre newsletter ou est-ce que vous voulez notre catalogue, est-ce que vous voulez un devis. Et ça permet de récolter entre 4 et 5% des visiteurs du site. Autre exemple, petite chose assez simple à mettre en place si vous travaillez en B2B, au lieu de demander aux gens leur nom, leur prénom, leur adresse, vous leur dites ok, c'est quoi ta raison sociale, ton code postal, et là on va direct se connecter à la base sirène de l'INSEE et on fait la liste de toutes les entreprises dans la ville qui reprennent ces termes-là. Alors l'intérêt c'est que 1, on est sûr que ce soit la bonne boîte, 2, on peut dédoublonner notre fichier en ligne, 3, on pré-remplit le formulaire, donc la personne n'a pas à saisir son adresse, l'adresse est normalisée au niveau postal, et cerise sur le gâteau, on récupère en champ caché le numéro de tirette, le code NAF, la tranche d'effectif, ce qui fait que tout le travail qu'on a fait en amont sur la segmentation, il se refait automatiquement. Parce que le problème c'est que quand on fait un grand ravalement de façade du fichier client, à partir du moment où votre fichier il est nickel, les gens vont recommencer à saisir, créer des choses, et ça va repartir un petit peu en vrille, et votre fichier va se dégrader. Donc on en arrive aux campagnes de fidélisation. Maintenant qu'on a un fichier client qui est propre, on va pouvoir faire des choses.
Alors un fichier propre et bien segmenté, ça permet quoi? D'abord de réagir rapidement. Exemple, je m'appelle Doublet, je fabrique des drapeaux, le gouvernement pond un décret en disant je veux des drapeaux français sur toutes les écoles de France. Ça veut dire qu'il faut dans les 24 heures envoyer un emailing à tous nos fichiers, à tout notre fichier client-prospect dans l'enseignement en leur disant voilà, il y a un nouveau décret, c'est obligatoire, on vous a concocté un super pack, vous avez moins 15 et voilà. Je grille mes concurrents. Ils n'ont même pas le temps de contacter les écoles. Moi, je l'ai déjà fait. Et pour le faire vite, pour réagir vite sur des opportunités comme celle-là, il faut un fichier propre. Ça permet de personnaliser les messages. Alors c'est tout bête, je vais vous en montrer des exemples. Mais quand vous dites « Bonjour Monsieur Jonker, je serai bientôt dans la ville de Tourcoing, parce que c'est la ville où je suis, j'aimerais vous rencontrer, ainsi de suite », ça fonctionne beaucoup mieux, on a beaucoup plus de retours que quand on fait un message anonyme. Ça permet de pré-remplir la donnée commerciale, c'est ce que je vous disais, je vous montrerai des exemples de formulaires. Et surtout, ça permet de mener des actions ciblées de collecte. C'est-à-dire que par exemple, on ne peut pas travailler avec des clients si on n'a pas leur date de fin de contrat. On ne peut pas travailler avec certains clients si on n'a pas le nombre de mètres carrés de leur bâtiment. Et ça, il y a des moyens de collecter ce genre de données. Ça, je passe rapidement. Voilà un exemple de message très très personnalisé. On a un fichier qui est très propre, qui fait qu'on va pouvoir faire quelque chose de très pointu. Donc déjà, l'objet, c'est entretien de votre installation d'air comprimé et notamment votre matériel marque Compère acquis en 2013. C'est-à-dire que là, on utilise carrément des données comptables dans l'objet. Je peux vous dire que ce message-là a fait plus de 50% d'ouverture. Parce que c'est pas du tout vécu comme un message publicitaire. C'est quasiment un message de service. Alors évidemment, c'est bonjour Monsieur André S, je suis José Frédéric. Donc là, c'est le commercial qui s'occupe de son secteur. On a écrit à toute la France. Il y a à peu près 30 commerciaux différents, avec des adresses d'agences différentes. Responsable technique chez Airflux pour le secteur de Douvrin. Donc là, on met la ville du gars. Juste pour montrer, vous voyez, je suis juste à côté de chez vous, montrer de la proximité. Et là, on lui propose quoi? On lui propose une opération d'entretien de ses compresseurs et on lui propose également de signer un contrat de maintenance. Voilà. C'est une opération qui a vraiment cartonné parce qu'elle a été personnalisée. Autre exemple. Je suis à un magasin, c'est le magasin dont on a vu le site tout à l'heure. En ce moment c'est calme, j'ai lancé une promo où je prépare mes soldes, j'ai besoin de réagir vite. Elle a tous ses numéros de mobile, elle a tous ses emails, elle envoie un SMS, et ça je peux vous dire que ça fonctionne très très bien en opération de trafic pour les points de vente. Et on a la même chose en mail sur les personnes dont on appelle mobile. Autre exemple, on parlait de Doublet. Quand vous vendez un drapeau, il peut servir à beaucoup de choses. Donc là, sur ce produit-là qui est le Beach, on a un message spécifique pour les collectivités locales. Voilà, le support idéal pour vos événements. Quand on écrit à l'automobile, on a un message, un visuel et on met en avant des accessoires qui sont propres au monde de l'automobile. On a également une offre pour le commerce, une autre pour le sport, et c'est en segmentant qu'on va réussir à avoir de meilleurs résultats que si on avait fait un message de masse commun. Autre exemple, ici vous avez un message Airflux proposant le téléchargement d'un guide pour gagner de l'énergie. Lorsque je me rends sur la landing page, là c'est ce qu'on appelle une landing page, vous voyez que toutes les données qu'on avait en fichier, on les a pré-remplies. C'est-à-dire qu'on essaye d'augmenter les retours de l'opération en aidant la personne qui n'aura pas à pré-remplir le document. Autre exemple, on doit récupérer de l'information sur des clients. Parce que là, en l'occurrence, j'écris à des DRH en disant voilà, est-ce que globalement vous êtes au fait des dernières modifications sur l'entretien professionnel? Et là, on va lui proposer un petit quiz. Et là, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces réponses au quiz, on va les collecter. C'est-à-dire qu'on saura qui a répondu quoi. Donc je saurai que telle personne, globalement, n'est pas au courant ou n'est pas au fait des dernières modifications. Ça, commercialement, c'est une super porte d'entrée. Autre exemple, des calculateurs d'économie, en disant à des personnes, vous rentrez 2 ou 3 infos et on va vous dire combien vous allez économiser par an.
Ils sont obligés de nous dire la puissance de leur compresseur, leur pourcentage d'utilisation, ça peut être la durée de leur contrat. On va leur demander de l'information. Eux le remplissent en disant super, comme ça j'aurai une information. Mais tout ça, on le collecte et ça sert pour le commercial. C'est ce que j'appelais tout à l'heure faire du qualitatif. Autre exemple ici, sur un simulateur d'économie pour des pompes à chaleur. Là, on demande à la personne quel est le type de chauffage. Alors la prospection, vous allez voir, c'est assez simple, parce que la prospection doit être simple. Maintenant que je sais qui sont mes clients, c'est beaucoup plus facile de trouver des prospects. Parce que forcément, si avant j'utilisais de l'intuition pure, en disant mais nous, nos clients, on n'a qu'à aller voir le bâtiment, ou on ne fera jamais d'argent sur ce secteur-là, c'est pas intéressant. On peut faire un profil de votre clientèle. On l'a, ce profil, on sait qui ils sont au niveau géographie, on sait quelle est la fonction de l'interlocuteur. Moi, il me faut des responsables maintenance, ou moi, il me faut des directeurs d'achat, moi, il me faut des DRH. Je dois connaître la fonction de mes interlocuteurs et les activités d'entreprise sur lesquelles je peux me développer. Et donc là, on fait un profiling de vos clients et ça va permettre de déterminer le ciblage idéal pour votre prospection. Exemple, très souvent, quand on a fait une sirétisation, si on revient à renseigner la totalité de votre fichier en numéro de siret, code NAF, effectif, très souvent, on me dit, voilà, c'est simple. On prend les 4 premiers codes NAF, c'est les plus présents dans notre fichier. Forcément, ce sont les gens les plus intéressants pour nous. Non, pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est de calculer les taux de pénétration par rapport à l'effectif INSEE. Je m'explique. Je prends un exemple extrême exprès. J'ai 45 agriculteurs dans mon fichier, j'ai 40 centrales nucléaires. Les agriculteurs sont moins importants en termes de cible que les centrales nucléaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a 300 000 agriculteurs en France. Donc en gros, vous avez une part de marché quasi nulle sur les agriculteurs. Ils sont là un petit peu par hasard. Alors que vous avez 50% de part de marché dans le nucléaire. Alors, ce sont des exemples super extrêmes que j'ai pris. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire, c'est pas les gens les plus présents dans mon fichier qui m'intéressent, c'est ceux sur lesquels j'ai eu le plus de facilité à vendre. Ce qui est clair, si aujourd'hui vous avez déjà la moitié du parc nucléaire français comme client, je vous invite vraiment à contacter le reste. Parce qu'en plus, on devra contacter peu de monde et vous aurez des références clients super intéressantes, de fait. Donc, c'est des taux de pénétration qu'on va calculer pour définir le profil. Je répète la question parce que c'est enregistré, c'est filmé. Comment calcule-t-on un taux de pénétration ? C'est extrêmement simple. C'est de la donnée publique. Je sais que sur tel code NAF, le nucléaire par exemple, il y a 80 centrales en France. Je l'ai pour tout. Je l'ai pour le commerce de détail alimentaire. C'est de la donnée publique. Vous allez sur le site de l'INSEE, il y a un tableau. Donc si dans votre fichier vous avez 44 commerces de détail alimentaire, je vais diviser ce chiffre par l'effectif total. Alors soit en France, si vous travaillez en France, si vous travaillez que sur le 59, je vais prendre l'effectif INSEE sur le 59 et on va calculer en gros des taux de pénétration. En général, on les multiplie par 1000 parce qu'on arrive à des chiffres proches de 0. Mais c'est ce qui va nous permettre de hiérarchiser les codes NAF les plus intéressants, ce que j'appelle les codes NAF porteurs. Donc génial, je dis maintenant je sais ce que je veux, où je veux prospecter, je vais acheter du fichier, ou louer du fichier. Très bien, il faut essayer déjà de ne pas acheter son propre fichier. Ça arrive très souvent que des clients, pour la moitié de leurs achats, ce soient des gens qui soient déjà dans leur fichier. Alors il y a une méthode simple à faire. Alors là je parle du B2B que je connais bien. Si votre fichier est renseigné proprement en numéro de SIRET, c'est extrêmement simple. 1, de faire une exclusion, et 2, de faire une exclusion sans transmettre votre fichier. Parce que vous ne donnez que le numéro de SIRET. Vous ne donnez pas les contacts, l'adresse, le téléphone, tout ce qui fait la richesse de votre fichier. Alors quelques exemples de campagnes qu'on a fait récemment, où là on a ciblé tout ce qui était commerce de gros et industrie. Vous voyez la donnée qui est pré-remplie à 100% sur la droite, parce que le fichier de prospection qu'on avait, c'était pas un fichier de mail. C'était mail, adresse, réseau social, téléphone, contact.
Et autre exemple sur une cible de centre équestre. Donc là aussi on est sur une cible très très particulière. Je vais terminer par un cas client, quelque chose d'assez simple, qui va vous expliquer l'histoire des Smarties. On a un client qui est la société Rayonnor qui fabrique des mezzanines métalliques. Alors les mezzanines métalliques, ça permet de créer un étage dans un bâtiment. Il y a même des particuliers qui font des lofts avec leurs produits. On va s'intéresser aux professionnels. Donc qu'est-ce qu'on a fait? D'abord on a cirétisé leur fichier, on l'a vraiment nettoyé, enrichi en cirette, en code-naf. Du coup on a fait un profiling de ce fichier. On a travaillé avec le client, on a créé 11 segments homogènes, public, santé, services, industrie lourde, industrie légère, commerce de gros, enfin voilà. Et on a intégré toutes ces données dans le fichier. Ce qui fait qu'on a également acquis 12 000 prospects sur les code-naf les plus porteurs. Et ensuite on a fait une campagne de prospection, je vais vous la montrer, où on a défini qu'en fait il y avait 3 motivations d'achat pour ce produit. La première, c'était le prix. Et globalement, en industrie, en logistique, les transporteurs, globalement, ils veulent un étage, soit pour stocker les trucs en dessous, soit stocker les trucs au-dessus. Mais globalement, ils cherchent un prix au mètre carré. Voilà. Il y a les entreprises du tertiaire qui très souvent vont utiliser ces mezzanines pour mettre des bureaux, mais des bureaux utilisés par des salariés. Et ça, c'est important en termes de normes. Parce qu'il y a le troisième cas, les établissements qui reçoivent du public et les architectes qui, eux, vont recevoir du public. Et là, les normes n'ont rien à voir. Ça veut dire que ce n'est pas des salariés de l'entreprise qui vont monter l'escalier, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes à mobilité réduite. La législation est totalement différente. Donc globalement, là vous avez un visuel du fichier client, où vous retrouvez ici la colonne segment. Donc vous retrouvez grossiste, automobile, bâtiment. Voilà. Et selon ces segments, on va adresser un message adapté. Donc le premier message, c'est un message très industrie, en disant voilà, on vous fait un prix à 75 € du mètre carré, on met en avant des escaliers très basiques, des monts de charge, enfin, on est vraiment dans l'univers de l'entrepôt. On a une deuxième version qui est beaucoup plus bureau. Là, c'est dire voilà, arrêtez ne cherchez pas à déménager, vos locaux, on peut les aménager pour doubler votre surface de bureau. Et on met en complément des rayonnages d'archives, du mobilier de bureau. Et enfin, on a une offre qui est beaucoup plus orientée architecte et établissement qui reçoit du public. Là, on a un cas client sur une salle de sport qui s'est créé une mezzanine pour mettre 80 appareils de plus. On a des landing pages également adaptés à chaque univers. Et globalement, par rapport aux opérations plateforme qu'on faisait précédemment en bleu, on a quasiment doublé les retours sur tout. Donc c'est plus de travail, il y a eu un gros boulot de fait, mais c'est payant. Et au final, il y a eu des rendez-vous physiques qui ont été détectés pour des projets de mezzanine. Comme les campagnes sont suivies par peu d'actions, pendant un an on suit les demandes de devis, les rendez-vous qui ont lieu suite à cette action, et tout est relancé par téléphone systématiquement. Et ce sont des opérations qui vraiment présentent des taux de rentabilité très très importants. Donc la conclusion, s'il y a un truc à retenir, c'est ici. Pour bien prospecter, il faut connaître ses clients, tout simplement. Il faut aller chercher des gens qui leur ressemblent. Segmenter son fichier et le qualifier, et le faire tout le temps, ça doit être une discipline. Et réactiver ses clients inactifs avant d'aller chercher à l'extérieur. Ça, c'est les premiers cercles que je vous avais montré. C'est beaucoup plus cher de prospecter que de fidéliser. Ça coûte très cher. Et alors, faire de la publicité, c'est encore plus cher. Faire des offres segmentées et adaptées, c'est le cas qu'on vient de voir. Informer et motiver sa force de vente. C'est pareil, on ne peut pas prendre des actions dans un coin. Souvent, il faut que les commerciaux soient presque à l'origine de l'idée. Parce que derrière, s'ils ne vont pas en rendez-vous, s'ils ne rappellent pas, ça ne sert à rien. Donc ça doit vraiment être un projet au niveau de la boîte. Pardon. Il faut réagir très vite quand il y a des retours. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les décisions, soit elles traînent, soit elles vont très vite. Mais il n'y a plus de milieu. Et surtout, il faut mesurer les retours de ces campagnes. C'est très très important parce que c'est ce qui va vous permettre de les améliorer continuellement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions.
Si vous voulez approfondir certains points, on a un stand situé là-bas, exactement à l'opposé ici. On sera ravis de répondre à vos questions, étudier vos cas si vous en avez. Voilà.